Bonsoir et bienvenue à vous sur Médien TV dans On se dit tout, votre rendez-vous de 18h30 en direct sur Médien TV, le rendez-vous qui prend soin de votre santé, de votre bien-être, à la maison, au boulot, en tout cas, c'est notre priorité. Ce soir, nous allons faire le point sur toujours les maladies dégénératives, justement, on en a parlé il y a quelques semaines d'Alzheimer, et puis ces maladies dégénératives, eh bien, touchent bien sûr toute l'organisation de la maison, et souvent la prise en charge se fait à la maison. Donc les aidants ont besoin eux aussi d'aide. Les aidants, ce sont toutes ces personnes qui vont prendre soin de la personne malade. Alors on va en parler tout de suite avec Fatem Zahra Ouamoul, qui est psychologue clinicienne, et ensuite on va aller à Casablanca pour retrouver Madame Sarah Hay, qui est orthophoniste, et avec elle comment sa spécialité peut aider justement les malades d'Alzheimer à garder un maximum d'habilité de communication avec leur entourage. Donc tout de suite, on prend soin des aidants et c'est pour vous. Madame Fatem Zahra Ouamoul, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Yasmine, ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien aussi chez vous. Merci infiniment, en tout cas merci infiniment d'être en direct avec nous ce soir. Alors justement, dites-nous, souvent les maladies dégénératives, lorsqu'on en parle, on en parle du point de vue du patient, du malade. Et on ne parle pas beaucoup, malheureusement, de l'entourage, de la famille, surtout des aidants, c'est-à-dire ces personnes qui vont prendre soin de la personne malade. À quel point ces personnes ont-elles besoin de notre attention ce soir, Fatem Zahra? Justement, quand on parle de maladies dégénératives, ce sont des maladies qui sont assez lourdes, des maladies qui, on le sait, à travers le temps, vont se dégrader, vont dégrader l'état du malade, justement, et c'est pour ça que peut-être ça prend un petit peu tout le contexte de la maladie par rapport à la personne qui est atteinte, et c'est vrai qu'on oublie un petit peu de parler des aidants aussi, familiaux, des personnes qui sont autour de ce malade, avec ce malade et qui vont l'accompagner. Il ne faut pas oublier que dès l'annonce du diagnostic, les choses commencent justement à devenir un petit peu compliquées pour tout le monde, pour la famille aussi, pour le conjoint, pour les enfants, pour toutes les personnes qui vont accompagner ce malade justement dans son parcours. Et c'est pour ça que l'aidant familial ou les aidants devraient faire attention à un certain nombre de critères dont on va parler. Alors justement, quand vous dites devraient faire attention, c'est-à-dire que leur santé mentale, ou on va dire leur bien-être mental est entre leurs mains? Justement, on parle de leur bien-être mental, leur santé mentale, mais aussi leur santé physique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, un aidant familial est toujours là. C'est une personne déjà qui n'est pas un professionnel de la santé, et c'est une personne qui va être en permanence avec la personne malade pour justement essayer de l'aider au quotidien, que ce soit au niveau du nursing, des soins, l'accompagner aussi peut-être dans tout ce qui est administratif, l'accompagner chez les médecins, s'il a des rééducations à faire aussi. Donc c'est une personne à qui qu'on va solliciter justement en permanence, et cette sollicitation pourrait être fatigante, que ce soit physiquement ou mentalement pour l'aidant familial. Donc c'est pour ça qu'on a parlé justement du besoin de faire attention à sa santé mentale, mais aussi physique, et faire attention aussi aux signaux d'alarme, parce qu'on rencontre plusieurs aidants familiaux en fait qui ne demandent pas d'aide, qui ne vont pas avoir justement ce réflexe de dire automatiquement voilà, je suis épuisé, je suis fatigué, de crainte justement que les gens ne comprennent pas cette fatigue, et aussi derrière il y a une culpabilité qui se cache justement de ne pas pouvoir faire beaucoup pour le proche. Alors justement, cette culpabilité, je suppose qu'elle est également un petit peu pas accentuée, parce que notre société ne l'accentue pas forcément, mais comme vous l'avez dit, ces personnes ne vont pas demander de l'aide parce qu'elles ne vont pas réfléchir à ça, à ce besoin. C'est pas un besoin automatique, ça va venir s'installer dans le temps. Et c'est peut-être pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'il faut aussi éveiller les consciences dans ce sens-là en disant oui, on s'occupe d'une personne malade, oui, ce n'est pas évident, et oui, j'ai le droit d'être fatiguée et le droit de déprimer et d'avoir peur aussi. Exactement.
Absolument. Exactement, oui, parce que l'angoisse de la mort est présente. C'est ça. C'est quelque chose que ce soit le malade ou l'aidant, ou même toute la famille va avoir en face et vont devoir le confronter. C'est vrai qu'au tout début, à l'annonce du diagnostic, il va falloir un certain temps d'adaptation, de réadaptation, on va dire, avec les changements qui vont avoir lieu, que ce soit dans les liens familiaux, que ce soit dans les liens sociaux, les liens aussi avec ce malade. Il y a tout un processus de deuil aussi qui va se mettre en place. Donc ce sont beaucoup d'éléments déjà psychiques qui sont en train de se mettre en jeu. Et oui, les personnes aidantes peuvent être fatiguées, que ce soit physiquement ou même mentalement. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas hésiter à demander de l'aide aussi. Comme vous avez dit, Yasmina, c'est vrai que dans notre société, quand on parle du Maroc, heureusement qu'il y a la famille qui est là, les voisins, les amis. Donc, une fois que le diagnostic tombe, que la maladie est connue, on retrouve beaucoup de personnes qui vont se mettre heureusement autour de cette personne et autour aussi de la famille pour la soutenir. Et aussi, ça va permettre à déléguer certaines tâches à certaines personnes pour pouvoir aussi trouver du temps, je parle des aidants, pour pouvoir trouver du temps pour eux-mêmes, parce qu'il est primordial de ne pas s'oublier aussi, de faire des pauses, de continuer à faire des activités pour justement garder une bonne santé mentale, parce que comment est-ce qu'on pourrait aider une personne en souffrance si nous-mêmes nous n'allons pas bien, si l'aidant familial ne va pas bien, les choses vont se dégrader autour, et on pourrait aussi remarquer certains comportements, comme par exemple une certaine agressivité qui pourrait apparaître, que ce soit envers l'entourage ou même envers la personne malade, et ça pourrait être mal compris par les personnes qui sont autour. Alors, dans cette catégorie, justement, dans cette tranche de la population, les aidants, est-ce que, de par votre pratique, de par votre formation, le pourcentage de dépression est important chez eux? C'est vrai que dans notre pratique, il est très rare de recevoir une personne, un aidant, ou généralement ce sont des femmes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas aidants, non, ça existe, mais la majorité du temps, il s'agit de femmes. Et c'est vrai que c'est très rare de les recevoir quand ils sont en plein processus d'accompagnement de la personnes malades. Généralement, ce sont des personnes qui vont venir consulter justement après le décès ou la perte de cette personne, parce qu'il y a tout le refoulé, tout le vécu qui va revenir, en plus d'un deuil qu'il faudra faire de la personne disparue aussi. Donc, généralement, il y a des dépressions qui apparaissent, mais après la disparition de la personne malade. D'accord. Alors, justement, pour conclure avec vous, Fatem Zahra Ouamoul, qu'est-ce qu'on peut donner comme, on ne va pas dire conseil, mais comme élément à garder en tête pour les aidants, du mieux qu'ils peuvent? Voilà, comme vous avez dit, il faut garder en tête pour les aidants qu'on peut aider, mais à la limite de ce qu'on peut faire. Il faudrait aussi essayer de se poser la question avant d'entamer ce processus d'aide. Est-ce qu'on a la santé physique et mentale, la santé psychique aussi, et les moyens financiers qui pourront nous aider à donner du temps à cette personne, parce que il y a certaines personnes qui vont mettre leur, par exemple, activité mais est-ce qu'on a le choix, entre parenthèses, ou leurs études, et ça. Est-ce qu'on a le choix de se poser cette question? On n'a pas forcément le choix, puisque j'ai dit. Vous trouvez? Quand on a un proche. Des fois, on a le choix de se. Pardon, Yasmine. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on a forcément le choix? Pas toujours évident. Quand c'est un proche, si on s'en occupe pas, qui va le faire? Donc, on n'a pas forcément le choix de se poser. On n'a pas le luxe de la question, de se dire est-ce que je peux pas. Il faut s'occuper de cette personne, il faut s'en occuper. Enfin, je vous pose la question. Il est vrai que le diagnostic vient subitement. C'est pas quelque chose qui va venir graduellement. Il faut prendre des décisions rapides. Maintenant, comme j'ai dit, heureusement qu'on a la famille qui est autour, on a l'entourage, les amis aussi de la personne atteinte. Donc, on peut déléguer certaines tâches, et il ne faut pas avoir honte ou peur de déléguer certaines tâches, parce que une seule personne ne pourra pas dans le temps, justement, supporter toute seule la prise en charge d'une personne malade.
Et il faut savoir aussi qu'il faut trouver du temps pour soi, continuer à faire certaines activités, sortir. Ce n'est pas honteux, ni chouma, ni quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier que les dons aussi, c'est une personne, c'est un être humain et qu'il a besoin aussi de se prendre en charge. Ne pas hésiter justement à demander des informations, s'informer sur la maladie auprès des médecins, des accompagnants, de tous les thérapeutes peut-être aussi qui vont accompagner le malade pour savoir comment bien l'accompagner. Et un troisième point, c'est de faire des plannings hebdomadaires pour bien s'organiser, parce que quand on prend soin de quelqu'un qui a une maladie dégénérative, on a besoin d'avoir une très bonne organisation du temps pour pouvoir justement trouver du temps pour le malade et pour soi. Et puis, la dernière des choses, c'est de ne pas oublier et de ne pas hésiter à demander de l'aide quand on ne peut pas, justement, quand on voit qu'on n'arrive plus à tenir le coup, à en parler parce que la parole est libératrice. Merci beaucoup Fatem Zahra Ouamoul d'avoir été en direct avec nous. Merci d'avoir un petit peu démystifié cette thématique pour nos téléspectateurs, dédramatiser la situation et surtout enlever ce poids de la culpabilité. Alors on enchaîne avec vous tout de suite, Sarah Hay. Vous êtes orthophoniste. Comment ça va, Sarah? Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir, comment ça va? Alors, quand on parle d'Alzheimer également, quand on parle d'Alzheimer, Sarah, on pense que c'est forcément que la mémoire qui est touchée. Or, la capacité de parler, l'habilité à communiquer est également, on va dire, mise à mal avec la maladie. Et visiblement, votre spécialité, l'orthophonie, peut aider les malades d'Alzheimer à garder ce fil de la communication avec l'extérieur. Alors ma question, bien sûr on va voir comment ça se passe, etc. Mais est-ce qu'il faut commencer le plus tôt possible parce qu'après c'est trop tard, ou par exemple ce soir nous avons des gens qui nous regardent et à n'importe quel stade de l'évolution de la maladie, on peut aller chez l'orthophoniste et sauver ce qui est à sauver. Écoute Yasmine, on dit vaut mieux tard que jamais. Hein. Il faut savoir que dans la rééducation et dans la prise en charge, on parle toujours que vaut mieux toujours une prise en charge un peu précoce. Pourquoi c'est toujours précoce? Parce qu'il y aura toujours moins de choses à rééduquer ou à rattraper dans la mesure où on peut avoir des troubles. Alors, il faut savoir que quand on parle d'Alzheimer, autant l'évolution de la maladie et l'avance, autant il y a beaucoup plus de choses à essayer de rattraper, de rééduquer. Alors, okay. Même si en Alzheimer, on ne parle pas de rééducation, on parle surtout d'adaptation, parce qu'on sait qu'on n'essaye pas de refaire ou de ramener quelque chose, mais c'est plutôt, on essaye de minimiser et d'atténuer la maladie et l'avancement de la maladie. Alors pourquoi la parole est touchée avec Alzheimer ? Alors, il faut savoir qu'on parle, bien sûr, quand on parle cerveau, on parle langage, mais ce n'est pas ce qui est visible. Alors, ce qui est visible, c'est la communication. C'est-à-dire l'atteinte essentielle chez le patient avec un Alzheimer, c'est la communication. Pourquoi ? Parce que l'atteinte de la mémoire, l'atteinte de la zone langagière, l'atteinte des habiletés en général et des capacités cognitives chez le patient Alzheimer fait en sorte que pour tenir une communication et pour être dans la communication verbale et non verbale, elle est touchée. D'accord, c'est touché, absolument. Alors, vous dites mieux vaut tard que jamais, mais je suppose que vous pensez quoi? Lorsque le diagnostic tombe, il faut établir un programme avec l'orthophoniste avant même qu'il y ait les premiers symptômes, les premiers signes que ça touche la communication, l'habilité à communiquer? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais le rappeler, comme Dr Marjane Benjeloun, elle en a déjà parlé avant, c'est que le patient ne s'en aperçoit ou la famille ne se rend compte que vraiment c'est un Alzheimer, que déjà il y a des symptômes qui se sont installés, une perte de mémoire, déjà des difficultés au niveau des fois on a ce qu'on appelle nous un manque du mot, c'est-à-dire que le patient se dit que je veux dire un mot qui est vraiment c'est ici mais j'arrive pas à le dire, j'arrive pas à trouver mes mots et tout, donc il commence à s'embrouiller un petit peu. Donc là, la maladie est déjà installée. On est déjà à un stade un petit peu de la maladie qui est quand même avancé. Donc oui, il est important de recevoir le patient le plus tôt possible dans les stades vraiment le premier stade, si on veut dire. Pourquoi ? Parce que le patient est toujours
il est toujours conscient, il est là, Oui. il est présent, il va être plus collaborateur. Et la collaboration du patient et de la famille, et surtout du patient, elle est très très importante au début, parce que c'est avec lui que la prise en charge va se passer, et ensuite c'est avec la famille que ça va se passer. Mais c'est autant le patient est encore conscient et a encore toutes ses habilités cognitives, autant la rééducation est vraiment meilleure. Absolument. Comme vous l'avez dit, c'est important que le patient soit encore conscient pour qu'il puisse avoir cette réaction et être coopératif au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on gagne justement à faire ça, puisque le malade va aller vers le stade de la dégradation. OK? Et qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, est-ce qu'on gagne quelque chose honnêtement? Est-ce qu'on gagne vraiment? Alors, ce qu'on gagne sur le premier plan, je pense que Madame Fatem Zahra Ouamel va être d'accord avec moi, c'est que c'est d'abord la psychologie du patient. Pourquoi? Parce que autant le patient perd ses habilités, surtout de communication, soit il va se renfermer, donc on va tomber dans un mutisme complet, et donc là, le patient atteint d'Alzheimer ne va plus être dans la communication, on va se replier sur lui, on va rentrer dans le cercle de la dépression. Alors, soit on a des fois, autant la maladie elle avance, on a des troubles de comportement qui peuvent apparaître, on a de l'agressivité qui peut apparaître due à cette difficulté-là à se faire comprendre et à véhiculer ses sentiments et ses émotions. Donc, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner là-dessus, c'est-à-dire on va essayer et restreindre et essayer de freiner un petit peu l'évolution de la maladie. Et autant le patient est conscient et bien présent avec nous dans la prise en charge, on va essayer ensemble de trouver des alternatives qui vont lui permettre par la suite de rester sur la communication avec d'autres alternatives, comme par exemple les images, les agendas, le calendrier, donc d'autres alternatives de communication verbale et non verbale aussi, pour qu'il puisse être là et garder son statut autant que personne de membre de la famille et de la société aussi, autant de temps qu'on peut. Voilà, donc en fait c'est par rapport à ça aussi, vous l'avez très bien souligné, beaucoup d'aidants justement rapportent la problématique de changement de comportement, l'agressivité, etc. Et donc c'est dû au fait que la personne malade a du mal à communiquer. Donc c'est une réaction, on va dire, de frustration. Ça fait partie du tableau un peu clinique de l'Alzheimer et de l'évolution, si on veut dire, de la maladie, parce qu'on arrive à un certain temps où on a la gestion des émotions, elle est aussi cognitive, c'est-à-dire pour gérer et pour exprimer son émotion. Si notre capacité et nos capacités cognitives et notre processus d'expression et de communication est altéré, comment je peux dire que j'ai mal ou que je suis triste ou je ne suis pas content? Donc on aura du mal à exprimer ça. C'est d'ailleurs la chose qui fait pousser les patients la majorité du temps à se replier les premiers moments et à ne plus pouvoir exprimer leurs désirs ou leur mécontentement. Et donc là, je ne vais plus rien exprimer, je me retire de la société. Et donc, en fait, cette adaptation, comme vous l'avez dit, non pas rééducation, mais adaptation, ça va permettre d'atténuer ce mal-être. Alors, au début, ça va être dans ce sens-là. Alors, il faut savoir que ça dépend du stade aussi de la maladie, comme on a parlé. Alors, si on est dans un stade un peu plus évolué, ce qui va se passer, c'est que le travail va aussi se faire avec la famille, avec les accompagnateurs du malade, pour qu'on puisse un petit peu atténuer les difficultés de communication, comme par exemple, il y a plein de conseils qu'on peut donner à la famille, comme parler lentement, comme vu qu'il y a aussi des difficultés de compréhension du langage qui vont s'installer chez le malade, donc on conseille de diviser les questions, qu'on est dans une communication, on devient dans une communication légère et modérée et non pas infantile et infantilisée, c'est très très important. On peut par exemple... on conseille beaucoup à la famille de garder le contact visuel et le contact facial pour que le patient soit beaucoup plus rassuré et l'attendre, ne pas finir ses phrases, ne pas anticiper ce qu'il veut dire et lui faire sentir son malaise et son mal-être. C'est ça. Merci beaucoup, Sarah Haï, d'avoir été avec nous en direct de Casablanca pour cette thématique. Vous êtes orthophoniste. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, Sarah. Merci. Au revoir. Un grand merci à toute l'équipe en régie, bien sûr, à vous qui nous suivez en direct. Alors, si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez le trouver, bien sûr, sur mediantv.com. Et ça sera également rediffusé ce soir à 22h30, voilà, sur Médian TV, Médian TV Afrique. Moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 18h30, ici même, pour 2 autres sujets. Et puis avant, à 15h30, sur Médian Radio avec Farhana pour Blamiad. Au revoir.